Bonjour Agnès Clancier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, au marché de la poésie, édition 41. Et aujourd'hui, 20 juin 2024. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Qui est Agnès Clancier? Je suis l'auteur d'une dizaine de livres, dont un recueil de poésie qui vient d'être réédité, d'où ma présence au marché de la poésie cette année. Plusieurs de ces livres sont inspirés par l'Australie, qui est un pays où j'ai vécu plusieurs années. J'ai écrit des romans sur ce pays et donc un recueil de poésie, inspiré notamment par la culture des aborigènes et leur histoire et les liens qu'ils entretiennent avec leur terre. Mon dernier livre paru est un roman qui s'appelle Dans le rêve de l'arbre creux, qui est paru aux éditions du Sonneur et qui raconte l'histoire d'une prisonnière anglaise qui s'évade de la colonie pénitentiaire de Sydney à la fin du XVIIIe siècle et donc qui s'enfuit dans ce pays que personne n'a encore exploré, puisqu'il y a juste cette colonie pénitentiaire qui est un petit peu au nord de Botany Bay, mais tout le reste du territoire est inconnu encore. À cette époque-là, donc c'est encore la Terra Australis Incognita, on n'est même pas capable de dessiner les contours de ce pays, puisque personne n'en a encore fait le tour. Et c'est dans ce pays totalement inconnu que cette prisonnière s'évade. Et voilà, je raconte comment elle survit dans le bush, comment elle est recueillie par une tribu d'aborigènes, comment elle réussit à vivre avec eux quelque temps. Bon, voilà. Ce sont sur les documents, sur les archives, sur les témoignages, ou c'est carrément une fiction? Alors c'est une fiction, une pure fiction, mais je me suis beaucoup documentée sur l'histoire, sur cette période de l'histoire, lorsque je vivais en Australie. Donc je me suis passionnée pour ce moment où les Anglais arrivent dans le pays. C'était absolument incroyable comme voyage, parce que ça leur prenait des mois, parfois ils mettaient des années à traverser la terre. Et arrivés là-bas, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient trouver. D'abord, quand ils ont envoyé les premiers bateaux pour créer cette colonie pénitentiaire, beaucoup des prisonniers qui étaient sur ces bateaux étaient convaincus que la Terre était plate, et ils pensaient qu'arrivés au bout de la Terre, on allait les jeter dans le vide. Donc c'est vous dire l'état d'ignorance. Oui, j'ai été très impressionnée par cette aventure. Donc la première flotte qui a débarqué en Australie était composée de 11 bateaux, et l'un d'eux était chargé de prisonnières. Il y avait 200 femmes, et j'ai eu envie de raconter l'histoire de l'une d'elles. Donc j'ai commencé par écrire un premier roman qui s'appelait Port Jackson, que j'ai publié chez Gallimard en 2007. Et dans Port Jackson, donc, je raconte l'arrivée des bateaux là-bas et les premières années de la colonie, par les yeux de cette jeune prisonnière. Donc c'est une chronique de la colonie. Et effectivement, je me suis beaucoup documentée. J'ai lu tout ce qui avait été écrit par les protagonistes. Les officiers publiaient des rapports, envoyaient des rapports à Londres. L'un d'eux a même publié un livre à Londres. C'est une histoire assez remarquable parce que donc ils sont arrivés à Botany Bay en janvier 1788. Et l'un des lieutenants qui faisait partie de la première flotte a réussi à publier le récit de ce voyage et des premiers mois de la colonie en 1789 à Londres. Donc les délais de publication de l'époque étaient remarquablement plus réduits qu'aujourd'hui. Et oui, il a fait un récit vraiment absolument passionnant, qu'on trouve encore aujourd'hui en livre de poche un peu partout, même en France, il a été traduit. Et donc alors j'ai lu ce récit, mais j'ai lu aussi beaucoup des lettres, et puis les rapports que faisaient donc ces officiers. Et c'était passionnant parce qu'on comprenait tout ce qui se passait avec des points de vue différents. Chacun racontant le même événement, mais avec son point de vue. Voilà. Parfois des points de vue opposés. Et je me suis demandé, mais ces femmes, comment elles ont vécu cette période. J'ai eu envie d'écrire l'histoire de l'une d'elles pour ajouter un point de vue, un nouveau point de vue différent sur les mêmes événements. Est-ce que tu écris en anglais ou en français? Alors, à l'époque où j'habitais là-bas, tout ce que je lisais était en anglais, parce que beaucoup n'étaient pas traduits. Mais j'écrivais en français, bien sûr. Oui. Et pourquoi tu étais en Australie? Tu étais prisonnier? Non, j'ai pas été prisonnière. Et tu y es arrêté? Je travaillais à Sydney.
Je travaillais dans la City. Donc la journée, je travaillais dans la City, qui est le lieu le plus moderne qui soit. Et la nuit, je vivais dans cette colonie pénitentiaire en lisant ces écrits de l'époque. Et c'est vrai que quand je suis revenue, j'avais l'impression d'avoir vécu 2 fois là-bas, quoi. Une fois de 2003 à 2006 et une fois de 1788 à 1790. Parce que, curieusement, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais le livre que j'ai écrit à l'époque, j'ai pas choisi de raconter les 3 premières années de la colonie, mais en réalité, c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée au bout de la 3e année, quoi. Je m'en suis aperçue après. Je me suis dit, parfois l'écriture se fait presque malgré nous. Enfin, il y a des choses qui se font sans que l'auteur en soit toujours conscient. Et donc à la fin de Port Jackson, la colonie est dans un état terrible. En fait, le ravitaillement qui avait été prévu n'a pas été envoyé, ce qui fait que la colonie meurt de faim au bout de 2 ans. Vraiment, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Et c'est assez frappant de voir le contraste entre les peuples indigènes qui vivaient très bien, qui passaient très peu de temps à rechercher leur nourriture et à chercher de quoi subsister, qui passaient beaucoup de temps à chanter, à danser, à se reposer, et puis à côté des bagnards qui travaillent tout le temps et qui meurent de faim, et qui sont incapables de pêcher comme les indigènes, de chasser comme eux, et qui ont donc beaucoup de choses à apprendre d'eux. Alors qu'en réalité, ce jeune lieutenant dont je vous parlais, dans son récit, il écrit, en parlant des indigènes, « Notre premier objectif était de nous gagner leur amitié et le second de les convaincre de notre supériorité. » Et c'est assez drôle parce qu'en fait, au bout de 2 ans, la supériorité, elle n'est pas du tout évidente, puisque d'un côté, il y a les Européens qui meurent de faim et qui travaillent, qui endurent des souffrances abominables, et de l'autre, des indigènes qui vivent très heureux, qui sont là depuis 60 000 ans, et qui survivent très bien dans ce territoire qu'ils habitent à leur manière, mais qu'ils habitent vraiment. Donc oui, c'est ce contraste qui m'a fascinée. Et alors, 17 ans après Port Jackson, j'ai décidé de rendre sa liberté à mon personnage. Et je raconte son évasion dans le livre qui est sorti en mars 2024, qui s'appelle « Dans le rêve de l'arbre creux ». Donc là, on est en janvier 1791, elle s'évade, je raconte son évasion, sa survie dans le bush, et comment elle réussit à s'intégrer à une tribu indigène. Et je raconte pas la fin parce que... Et tes relations avec les aborigènes là-bas, c'était réel ou c'était... Alors, c'est compliqué. D'abord, c'est compliqué. Disons qu'ils sont très minoritaires, ceux qui vivent encore ceux qui vivent encore à la manière indigène. Mais il y a beaucoup de descendants qui font tout pour, transmettre leur culture. Donc, les échanges sont possibles et ils essaient autant que possible de transmettre ce qu'il reste de leur culture, parce que beaucoup a été détruit. D'abord, c'est un peuple qui a été quasiment détruit. Il y a des régions entières où il n'y a pas eu de survivants. Par exemple, en Tasmanie, ils ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Donc, toutes ces cultures-là, elles sont perdues à jamais, puisqu'il ne pouvait plus y avoir de transmission. Donc c'est très difficile, oui. Mais il reste quand même beaucoup de... C'est une culture qui est encore très vivante. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui sont connus dans le monde entier. Les toiles, par exemple, la peinture se vend très bien parfois. Et puis il y a de grands poètes aussi. Donc certains sont publiés en français. Aborigènes. Oui, il y a des poètes aborigènes qui sont publiés par des éditeurs français, bien sûr. Donc oui, c'est une culture vivante, mais dont évidemment beaucoup a été perdu. Oui. Et quand tu as commencé à écrire? Oh, j'avais 7-8 ans. J'ai écrit très peu de temps après avoir commencé à lire, en fait. En fait, la conscience d'écrire un poème, un roman, quelque chose de littéraire, déjà. Oui, j'ai écrit une histoire. Oui, j'étais en cours élémentaire première année, je me souviens. Je m'en souviens très bien parce que l'instituteur a voulu que je la lise à tout le monde
il y avait des estrades à l'époque, donc il a fallu que je monte sur l'estrade et que je lise mon histoire à toute la classe. Donc c'était un moment marquant. S'il n'y a pas une estrade, comme on dit, on nous est invité sur une chaise, non? C'est comme ça. Non, j'étais debout. Premier poème, premier recueil, premier roman publié. Tu as parlé un petit peu, mais c'était quand? Alors, le premier roman publié, c'était donc en 2000, ça s'appelait Murs, au pluriel. Donc, c'est très amusant parce que donc, dans ce roman, les murs sont psychologiques. C'est quelqu'un qui est un peu enfermé dans sa vie. Mais c'était un très bon titre de premier roman parce que je m'aperçois 25 ans après que dans la plupart de mes livres, il y a quelqu'un qui entre en prison ou qui en sort. La prison et les murs et les barreaux sont vraiment quelque chose de très présent dans mon œuvre et il n'y a pas beaucoup de mes livres qui échappent à cela. Et beaucoup de gens qui s'enfuient, toujours. Ou qui cherchent à s'enfuir, ou qui n'y arrivent pas. Et premier poème, premier recueil de poésie? Alors, lorsque j'ai écrit Port Jackson, donc l'histoire de cette prisonnière en Australie, j'ai voulu montrer donc, le point de vue d'une femme sur cette aventure. Et puis, à un moment, je me suis dit, j'ai eu envie aussi de montrer le point de vue des indigènes. Parce que finalement, je me suis dit, mais comment est-ce qu'eux, ils ont vu cette arrivée, l'arrivée de ces bateaux, et puis ces blancs qui s'installent et qui ne repartent pas. Le capitaine Cook était venu 18 ans plus tôt, mais le capitaine Cook était reparti, donc au début, il pensait que la colonie pénitentiaire qu'ils allaient repartir aussi. Il ne pensait pas du tout que c'était une installation définitive. Et ça m'a intéressé de raconter la même chose de leur point de vue. Et quand j'ai essayé de l'écrire, ce qui m'est venu, c'est une écriture plus poétique. Je l'ai écrit sous forme de poème. La poésie m'a permis d'approcher cette culture qui est tellement différente de la nôtre et qui n'est pas, elle, basée sur l'écrit. Voilà. Donc, pour moi, la poésie, ça a servi à ça. Notamment. Et recueil, premier recueil de poésie? Eh bien, c'est celui-ci. Donc, je n'en ai écrit qu'un, mais il vient d'être réédité, donc ça compte pour deux. Et voilà, ça s'appelle Outback Distill, et c'est à la fois sur leur histoire, enfin inspiré par leur histoire, leur culture, leur spiritualité, les liens qu'ils entretiennent avec leur terre, et aussi les tragédies qu'ils ont dû traverser. Et tu écris un roman dans la même direction. Pourquoi tu as envie d'écrire aussi en poésie? Disons que le roman, c'est un peu mon mode d'expression naturel, alors que la poésie, pour moi, c'était moins... J'ai mis très très longtemps à écrire ce recueil de poèmes. En fait, il m'a fallu 10 ans pour... alors, je ne cherchais pas non plus à le terminer, mais j'ai vécu 10 ans, oui, avec ces textes avant d'achever le recueil. Curieusement, la poésie, ça me demande beaucoup plus d'énergie qu'un roman. Parce qu'un roman, on y pense tout le temps, en fait. Et il se fait un peu... Il se fait aussi quand on n'y pense pas. Enfin, la poésie, c'est plus compliqué. Il faut vraiment... c'est difficile à expliquer. Mais c'est pas du tout le même processus créatif, en tout cas pour moi. Et les auteurs, les artistes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, motivé? Motivé, je sais pas. Les auteurs qui m'ont marqué. Alors ça dépend des périodes de ma vie. En tant qu'adulte, les auteurs que j'aime et que j'admire, c'est Philip Roth, Joyce Carol Oates. En France, j'aime bien Emmanuel Carrère, Lionel Duroy. J'ai une autrice de nouvelles que j'adorais, Annie Saumon, qui est insuffisamment connue, qui était vraiment une autrice extraordinaire, qui a publié plusieurs recueils de nouvelles, qui avait énormément de talent et qu'on connaît assez, enfin, pas suffisamment, je trouve. Sinon, j'ai adoré aussi Albert Cohen, Belle du Seigneur. J'aime bien les livres de l'obstination, Barrage contre le Pacifique, Moby Dick.
Autant n'importe le vent. Enfin, vous voyez, c'est les héros. Michel Strogoff. Les héros qui n'abandonnent jamais. Et est-ce que la poésie, la littérature, l'art est une besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres, quiconque, pas pour toi, pour les autres? Je ne crois pas que la littérature soit impuissante, mais je ne crois pas qu'elle soit toute puissante. Je pense que malheureusement, beaucoup de gens n'en bénéficient pas, n'y ont pas accès. Et je pense qu'il y a des tragédies sur cette planète pour lesquelles, hélas, la littérature ne peut rien. Je pense que les gens comme moi qui trouvent dans la littérature une consolation ou une évasion sont très privilégiés en réalité. Mais si on regarde l'état de la planète, la majorité des gens n'ont pas cette chance, n'ont pas la chance d'avoir cet accès. Est-ce que tu viens de temps en temps au marché de poésie ou... Oh, je viens tous les ans. Et tes impressions? C'est un endroit qui ne ressemble à aucun autre, avec un public qui ne ressemble à aucun autre. C'est vrai que c'est très particulier, une atmosphère très particulière. Est-ce que tu vas aussi au Festival de Voix Vive, 7 à 7? J'y suis allée une fois, oui, lorsque ce livre est sorti en 2007 ou 2008. Oui, et c'est les différences avec Martial, le festival? C'est très différent. D'abord, le lieu est très très différent. Et oui, là-bas c'est au bord de la mer, c'est plus ouvert, plus aéré. Et puis il y a des lectures dans les rues, un peu toute la ville. La poésie envahit la ville en quelque sorte. Alors qu'ici c'est vraiment presque cette place est presque un monde clos. Enfin, pendant quelques jours. Voilà. Comme une prison ouverte. Voilà, comme une. Je dirais pas prison parce que la poésie c'est pas une prison. Merci beaucoup Agnès. De rien. Donc c'est un texte qui s'appelle Génération volée, au pluriel, Génération volée. L'oiseau esprit est venu, son cri tourné au-dessus de nous. Répété, il chasse les enfants, les arrache à leur mère. La mère observe l'oiseau, la main devant ses yeux, puis elle écoute la brousse, où la vie se tait. L'oiseau est parti et la mère s'élance, appelant ses enfants, courant vers eux, que le cataclysme emporte, que la poussière engloutit. La mère les a perdus, et la brousse est muette, ou gît sur le sol mort, son corps sans souffle et sans couleur. L'aïeul se frappe la tête avec une pierre. Elle frappe et frappe encore, et les femmes de la tribu griffent la terre et pleurent, tendent leurs mains vers les cris des enfants volés, dont l'écho s'éteint dans l'immensité de la brousse qui se referme sur la douleur et le vide. Dans des villes lointaines que rien ne protège, de ces villes nues aux voies sans issue, où disparaissent sans bruit les pistes sacrifiées, les enfants prisonniers se consument sous le joug des femmes fantômes. Exilés, les enfants oublient leur langue, égarent le fil de leur histoire, le fil qui les tient debout, celui qui les lie à leur terre, celui qui les lie à leur clan, celui qui nourrit leur élan, celui qui pose un sourire sur leurs lèvres, celui qui bat le rythme de leur sang. Les enfants dépossédés perdent leur âme, leur verticalité, les rêves de leurs parents, leur respiration. Le juge dira « Où est votre lien à cette terre que vous revendiquez? Racontez-moi ce lien, montrez-le. » Mais l'adulte ne se souvient que des cris de l'enfant qu'il était. Il ne subsiste que les cris. Ce n'est pas une preuve, dit le juge. Un enfant est né, couvert de poussière, de la pâleur des blancs alanguit sa peau, et un autre hier, aux yeux bleutés d'une étrangère clarté. Dans leurs cheveux, le carmin de la terre profanée. Nous portons notre histoire. Le passé vit avec nous, vaste et léger, sur nos épaules et dans nos pas, au fond de nos pupilles, cousus au filet de nos voix, gravés à notre peau. Mon ancêtre a craché le pigment rouge sur le lézard tenu contre la roche, lui a donné l'éternité. Nous ne sommes que les gardiens du monde que nos aïeux ont créé. Les ancêtres sont morts, non leur esprit qui palpite dans ces traits que tu admires sans pouvoir les toucher. Les effacer briserait l'esprit des ancêtres qui veillent sur cette terre depuis le pépiment du monde. Tu vois, quand je parle d'eux, le vent se met à souffler, tu le sens? Regarde plus loin où l'herbe est immobile. Il n'y a pas de vent, il ne respire qu'ici.
C'est le murmure des esprits, la mélodie des aïeux qui chantent notre corps et qui nous permet de danser. Nous n'avons pas besoin de musées, ces cimetières de l'histoire. Nous n'avons pas besoin de musées, nous savourons le monde. Vous nommez dénuement ce qui est abondance, pauvreté ce qui est équilibre, désert ce territoire où nous vivons sans entrave depuis des millénaires. Nous sommes dépositaires de la terre et des nuages, des espèces qui nous nourrissent, garants de la fertilité du sol, de la force des sources, des montagnes et des rochers. Nous maîtrisons les racines et le feu, célébrons le vent, le tonnerre et la pluie, chantons les traces et les pistes, car nous avons choisi le rythme de nos vies, nos escales et nos voyages. Notre héritage est vivant. Merci beaucoup Agnès. Merci.